Allez, on parle de la présidentielle ivoirienne ce matin, mon cher. Absolument, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, tous, finalement, leur candidature a été annulée. Mais bien évidemment, ils ne comptent pas rester là. L'ancien président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, qui s'est fendu dans une déclaration où il a fustigé le comportement du président de la Cour constitutionnelle en disant de lui que c'était un homme de confiance, c'était un collaborateur. Donc, il ne comprend pas son attitude, il est déçu de lui, mais de cela, il va quand même faire play en saluant sa famille et tout ça, et en disant quand même sa grande déception. Donc, que va-t-il se passer? En tout cas, la Cour de la CEDEAO annule, bien évidemment, le refus de la candidature de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. Peut-être que les choses vont changer, mais pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore réagi, et donc on attend de voir. Hier, on a reçu quand même ce communiqué, évidemment. Une petite victoire quand même, Ahmed Kourouma. Est-ce qu'on peut dire qu'on lui a porté chance à Guillaume Soro? On peut le dire. Peut-être. Non, c'est une décision. Alors pour une fois, vraiment, on a tellement de mauvaises nouvelles qu'il faut pour une fois saluer le courage de la CEDEAO qui a su prendre des risques et se prononcer en faveur de Guillaume Soro. Moi, je suis pas pour ou contre. Je constate simplement que pour une fois, la CEDEAO a pris des risques. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Jacques, la Cour africaine, plutôt. La Cour africaine, très important. Allez-y, Jacques. Maintenant, il faut voir comment la décision va être acceptée au niveau local, parce que c'est une juridiction internationale, donc supranationale. D'une certaine façon, si la Côte d'Ivoire a souscrit à cette cour-là, je crois que c'est le cas pour tous les pays africains comme le nôtre. Et il va falloir à un moment donné, pour avoir la bonne image à l'international, accepter quand même que cette décision s'impose n'est-ce pas, aux autorités ivoiriennes. Parce que pourquoi on en est arrivé là? L'exclusion, je crois, c'est ce qu'on dénonce. Il y a que les politiques s'engagent pour aller aux élections, et avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à 2010, et qui a vu l'élection de Alassane Ouattara dans les conditions qu'on connaît, on dénonçait déjà l'exclusion. Si le même remet l'exclusion au goût du jour, il va falloir quand même attirer son attention pour dire, bon, ce que vous êtes en train de faire peut revenir encore sur la scène et être un objet de crise pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ça va s'entendre. Comme ça, il y a possibilité, puisqu'il est candidat. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire valide sa candidature. Ça veut dire qu'il peut compétir valablement avec les autres. Maintenant, s'il dit, bon, moi, je ne veux pas d'adversaire, comme en 2015, parce qu'il n'en avait pas en 2015. C'est une coalition qu'il a accompagnée. En face, il y avait le seul Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que cette année, et c'est bien calculé, Pascal Affi-N'Guessan, sa candidature ne suscite aucune interrogation, malgré les dissensions au sein du Front populaire ivoirien. Lui, il l'accepte parce que c'est un candidat battable, c'est le candidat idéal. Et maintenant, les autres qui ont quand même une certaine notoriété, il faut tout faire pour les écarter. Je pense que tout simplement, il y a matière à dénoncer ce qui arrive. La dernière des choses, là je parle de la candidature de Gbagbo, je me pose seulement des questions, parce que c'est le FPI qui a déjà un candidat. Gbagbo vient avec aussi le FPI. Bon, c'est vrai, la Cour africaine des droits de l'homme peut prendre une telle décision, mais à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller avec deux candidats du FPI à l'élection présidentielle? C'est une question que les juridictions ivoiriennes doivent trancher. C'est une bataille interne, ça c'est une bataille interne. Affi-N'Guessan peut désister en laissant Laurent Gbagbo se présenter au cas où il rentrait. À l'interne, ça peut se faire. En fait, pour finir, l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'il faut en finir avec ces vieux crocodiles qui éliminent par le truchement de la loi leurs adversaires potentiels. Ça, c'est insupportable. C'est en cela que je salue vraiment ce matin la décision de la Cour internationale des droits de l'homme africaine. Voilà, chapeau, bravo. Attendons de voir. Attendons. Il ne faut pas crier victoire très tôt. Allez-y, mon cher Tamba. Absolument, Lamine, tu fais bien de dire qu'il ne faudrait pas crier victoire tout de suite, parce qu'il y a quand même une série de considérations à ne pas perdre de vue. Premièrement, c'est qu'il s'agit de dire qu'il y a quand même, on peut observer une certaine coïncidence, j'ai envie de dire, entre la décision du Conseil constitutionnel avant-hier de rejeter les candidatures de Soro et des autres, et puis hier, cet acte pris par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est quand même, ça arrive plus ou moins au même moment, ce qui arrive. Alors, on en discutait tout à l'heure, entre la Constitution, donc les lois nationales, et puis les ordonnances, les arrêts
découlant d'une telle juridiction, laquelle va primer en l'espèce en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, les juristes pourront nous éclairer un peu plus là-dessus les jours à venir. De toute façon, il y aura suffisamment de production là-dessus. Mais il y a quand même une série d'éléments qu'on peut rappeler maintenant. Mars 92, la Côte d'Ivoire ratifie cette charte-là, la charte liée à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est donc, elle souscrit. Et en 2004, parce que 92, on signe, 2004, la même Côte d'Ivoire vient ratifier le protocole lié à cette charte-là. Et grâce à ce protocole, elle reconnaît, en 2013 plus loin, elle reconnaît la compétence de la Cour pour statuer de questions touchant justement aux questions nationales en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre, effectivement, que la Cour a siégé. Mais il faut rappeler qu'en avril 2020, on a également suivi cet épisode-là. En avril 2020, la Côte d'Ivoire a déposé, toujours sur ces questions de Guillaume Soro, vous vous rappelez, la Cour avait déjà réagi contre une décision ivoirienne sur Guillaume Soro, cette condamnation dont on parle, et en réaction à cela, la Côte d'Ivoire avait déposé tous les instruments juridiques nécessaires pour obtenir son retrait de cette Cour. Donc, c'est important de rappeler cela. Toutefois, avant donc, disons un mois avant, Guillaume Soro, qui s'était retrouvé d'avance exclu, a déposé une requête auprès de cette même Cour avec ses deux avocats. Vous connaissez Afoussi Bamba et l'autre, qui est avocat au barreau d'Abidjan, Afoussi du côté de la France. Et donc, ils ont déposé cette requête-là. La décision, désormais, elle est connue. Mais, j'oublie pas, il y a pas mal de décisions comme ça qui sont prises par des juridictions supranationales qui ne se sont pas imposées aux États. En l'espèce, on peut se dire, quand on a souscrit à une convention internationale, elle va s'imposer à nous. Mais on connaît par habitude la nature de nos États. Ils deviennent très souverainistes dès qu'il y a une décision qui leur est défavorable. Et à ce moment, on va dire, écoutez, on n'est pas obligé de nous y plier, même quand on sait. Dans le cas guinéen, par exemple, la Guinée, avec la CEDEAO sur la charte africaine de la démocratie, on sait ce qu'il en est. Mais la Guinée, là, le président de la République... Ça a été République... goûté tout simplement. Mais il fallait quand même... C'est des questions de procédure. Il fallait quand même s'y plier en parlant d'alternance, de démocratie. Ça, c'est un des engagements. C'est important. Et même toucher aux constitutions, il y a des observations par rapport à cela. On ne touche pas à une constitution pour se maintenir, à moins d'avoir des raisons suffisantes et suffisamment accompagnées par le peuple. On n'a pas à aller toucher à une constitution. On sait ce qu'il en est en termes d'engagements internationaux pour la Guinée. Mais on est allé au-delà de cela. Et on se retrouve dans une situation, moi j'ai pas envie de rêver. Guillaume Soro est en France, Laurent Gbagbo est où il est. Je ne vois pas Alassane Dramane Ouattara plier tout de suite devant une telle juridiction. Lui qui se présente désormais, lui qui se veut désormais patron des présidents ouest-africains. Hein? Donc, je ne vois pas qu'il veuille comme ça se plier sur un calcul qu'il a planifié depuis plusieurs années. Et ce dîner, à mon avis, conforte un peu la position que je suis en train de soutenir. Ce dîner avec Emmanuel Macron, il y est sorti le bec dans l'eau, on pourrait ainsi dire, parce qu'il attendait gros de la part d'Emmanuel Macron, un véritable accompagnement de sa part, sa bénédiction, pour pouvoir aller à ce troisième mandat. Il ne l'a pas obtenu. Il y est sorti. D'indiscrétion, on nous dit, il l'aurait dit depuis sa chambre d'hôtel en discussion avec ses compagnons, il aurait dit, ça ne se passera pas comme ça. Et puis vous avez vu le discours d'Abidjan, plus loin. Il l'a rappelé la dernière fois. Voilà, donc je ne vois pas Ouattara plier devant la petite cour africaine. On verra bien. Je ne vois pas. Je dis devant la petite. Elle n'est pas petite. C'est son droit, elle n'est pas petite. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, que vous inspire-t-il, mon cher ami? Je trouve que les institutions africaines, qu'il s'agisse de celles qui sont sur le continent, continental ou sous-régional, eh bien, elles ont du mal à se faire respecter. Elles souffrent
d'une question de respectabilité. Parce qu'elles ne sont pas du tout conformes. De crédibilité peut-être. Oui, de crédibilité aussi. Ouais. Elles ne sont pas conformes avec les textes qui les fondent. Ouais. Du coup, elles ne sont pas aussi indépendantes que l'on ne pense. Ouais. On parle de flexibilité. Exactement. Ouais. Eh ben, quand vous prenez par exemple l'Union africaine, vous vous rendez bien compte, je ne vais pas revenir sur les critiques qui sont déjà connues au sein de l'opinion, à savoir que c'est un syndicat des chefs d'État, y compris ceux qui sont démocrates, qui respectent les textes de leur pays, et ceux qui s'accrochent au fauteuil présidentiel. Donc les décisions, on a l'impression qu'elles sont prises ailleurs et qu'on nous les impose. C'est dicté. Exactement. Parce que l'institution n'est pas indépendante financièrement. Elle n'est pas indépendante économiquement. Vous vous rendez compte? Et même les organes qui sont une sorte de constellation autour de l'Union africaine, qu'il s'agisse comment on appelle, de cette Cour africaine des droits de l'homme, eh bien, les nominations même au sein de ces organes qui doivent avoir une certaine indépendance, qui doivent avoir une certaine ligne de conduite départie complètement de la volonté des chefs d'État qui sont en Afrique, eh bien, cette indépendance n'y est pas du tout. Il y a une sorte de compromis qui existe entre les différents chefs pour dire ben, cette fois-ci laissez mon gars là passer, lui il est bien, mettez-le à la tête de la cour là, il peut. C'est vrai. Donc voilà, même dans les nominations il n'y a pas de crédibilité. C'est juste incroyable. Donc du coup, une telle institution dans les textes c'est fort, dans les textes ça envoie à de grandes notions juridiques, mais dans les faits c'est petit. C'est pourquoi je suis tenté de donner raison au dernier point du développement des propos de Tamba. Alors vous avez une telle institution, Cour africaine des droits de l'homme, la mine. Est-ce qu'il y a une question majeure relative aux droits de l'homme que la question de l'esclavagisme noir en Libye? Non. Il n'y en a pas. Non. Ça existe. Combien de compatriotes, combien d'Africains sont enfermés, entassés? Ça nous rappelle nos cours d'histoire sur les déportations du côté de l'Atlantique, du côté de Dakar. Mais vous avez l'impression qu'on revit la même chose. Mais la Cour africaine des droits de l'homme existe. Je ne parle pas de ces crimes politiques qui sont commis, ces enlèvements, ces opposants qui sont emprisonnés, qui sont tués. La Cour africaine des droits de l'homme aurait pu lever la voix ou donner suite aux décisions qu'elle prend. Absolument, Donc moi je me dis, mais il faut aussi rappeler rappelle quand même qu'il y a quatre activistes anti-esclavagistes qui sont morts avant-hier au Mali. C'est important de le dire. D'accord. Mais voilà donc moi ce que je trouve. Je trouve que par principe, c'est normal que cette cour ait agi ainsi, pour être conforme avec les textes qui la fondent. T'as envie de dire la forme, en fait. Exactement, pour la forme. Mais dans les faits, ça ne peut pas. Et le dernier point de mon développement, je finis rapidement, c'est que Guillaume Soro aurait pu, parce que Laurent Gbagbo, c'est moins sûr. Lui, je pense que même si on lui demande, il aurait dit non, ça ne m'intéresse pas, cette présidentielle-là. Parce qu'on le voit. Non, mais il a déposé son dossier, non? Oui, mais écoutez, Laurent Gbagbo, je sais de quoi je parle. Il a une sorte de... Il y a toute une équipe autour de lui, mais l'éléphant lui-même est fatigué. Il a la tête ailleurs. Il est dans autre chose. C'est-à-dire qu'il comprend pas. Oui, il comprend pas le choc. Il est épuisé. Il comprend pas le choc que la vie a bien pu lui donner. Mais autour de lui, il y a une équipe qui travaille. Il y a ces Gbagbo ouriens, ces Gore qui ont été à l'origine du dépôt de la candidature de Kudo Laurent Gbagbo en dépit de celle de Afin Guessa. Mais ça ne pouvait pas prospérer. Mais Guillaume Soro, lui, il y a encore du jus. Il y a encore une certaine... il est jeune, il y a une énergie. Donc lui, il aurait pu être un peu plus diplomate. Je pense que le péché mignon de Guillaume Soro, c'est son côté à guerroyer à chaque fois. Sa candidature aurait pu faire l'objet d'un accord politique avec ça n'aurait jamais accepté. Si on est en politique. Il n'est jamais en position d'accepter. Ça me rappelle. Si on est en politique. Ça me rappelle. Lamine. Oui, il n'est pas bête. Même lorsque en politique, il l'a dit. Il est en politique comme les crocodiles. Je dors avec un œil ouvert, car j'ai plus peur de mes amis que de mes ennemis. Je pense que Guillaume Soro aurait pu mettre sur la table sa question de candidature autour d'une sorte d'accord politique discret. Mais il aurait perdu sa crédibilité auprès de son électorat. Mais quand vous faites cela et que derrière, vous savez l'objectif que vous êtes assigné. Non. Vous savez l'objectif. Combien de fois des politiques vous ont tendu la main
après ils vous ont pris le bras après. Bah oui. Combien de fois? Mais là, il aurait dû attendre. Non, écoutez, faut faire attention. Faut faire attention. Les compromis en politique sont parfois de nature à te décrédibiliser auprès de tes militants. Attention, il y a un revers de la médaille. Je ne suis pas d'accord. Ah, si. Je ne suis pas d'accord. Si. Aujourd'hui, on critique ces loups, cette position, c'est une raison. Je finis un compromis qui consiste à garder quand même à l'esprit l'objectif que vous êtes assigné, juste à permettre que vous puissiez avoir une candidature acceptée. Je pense que c'est pas un compromis qui pourrait jeter. Il est encore jeune, comme vous le dites. Sur votre crédibilité. Moi, je trouve que ce côté-là, il est à revoir dans l'approche politique de Guillaume Soro. On ne guerroie pas sur tout. Non. Les contextes s'imposent à nous et à un certain moment, il faut. En même temps, il devient l'animal à battre. Justement, il faut lire de manière vice-versa cette situation. Guillaume Soro est encore jeune. Alassane Ouattara, même s'il briguait ce prochain mandat, je pense pas qu'il en ait plus de 5 ans au pouvoir. Et Guillaume Soro, je dis, il en est plus de 5 ans. Son âge quand même le dit. Il va pas, après 5 ans, c'est la béquille, il va pas quand même nous dire encore qu'il est encore candidat. On n'est pas au Zimbabwe là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après Guillaume Soro, après Ouattara, Guillaume Soro aura encore de la crédibilité auprès de son électorat se présenter que de faire des compromis avec celui qu'il présente comme un adversaire. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à l'UFDG. Donc, je veux dire, il faut faire très attention. Le jeu politique, parfois, qui aboutit à des compromis sont de nature à vous-même vous tuer candidat auprès de vos militants que l'adversaire. Je veux dire que le combat que Guillaume Soro mène, il le mène pas pour que cette élection-là, il le mène pour aujourd'hui et peut-être pour les élections prochaines. Babo peut être celui qui peut être pressé parce que lui aussi il est rattrapé par le poids de l'âge comme vous êtes en train de le décrire, mais bon, la situation oblige, on lui refuse un passeport pour entrer en Côte d'Ivoire, etc. Donc lui, sa position est encore plus difficile. Mais Guillaume Soro, je pense qu'il a le temps d'armer absolument son fusil et prendre son temps, comme il le dit, on l'a pris en joue, et prendre en joue Alassane Ouattara, et peut-être dans 5 ans, ça peut passer. Vous êtes chez les GG.